À première vue, c'est un phare qui semble régner en maître absolu sur le village de Métis-sur-Mer. Il nargue fièrement les vagues du Saint-Laurent depuis près de 100 ans. En entrant un peu plus profondément au village, on s'aperçoit toutefois que les origines de Métis-sur-Mer sont beaucoup plus vieilles. En effet, le village a connu ses heures de gloire au 19e siècle, alors qu'il constituait un centre de villégiature de la bourgeoisie anglophone de Montréal, notamment pour la famille Molson. Le patrimoine architectural de ces grandes résidences secondaires a été transmis de génération en génération. Magnifiquement conservé, Métis-sur-Mer ne cesse d'impressionner et d'inspirer plusieurs artistes peintres. Je m'appelle Marjolaine Ouellette et je suis maître de poste à Métis-sur-Mer depuis déjà 30 ans. Je m'appelle Pierre Dufort. J'ai une auberge. Ça fait 34 ans que j'habite ici. Métis-sur-Mer est un village de verdure, beaucoup de verdure, de fleurs, de grands espaces, de haies de cèdre, de maisons gigantesques et naturellement du fleuve. C'est un village qui doit son nom à des récifs qu'il y a dans l'eau. Et c'est un nom indien. Ça vient du mot Mitiwi, qui signifie « lieu où pousse le tremble ». Je suis Marie-Claude Giroux, j'habite ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Puis je travaille en architecture à partir de chez moi. Ici, il n'y a pas de défiguration par l'homme. C'est sûr que le paysage est marqué par les champs, par les travaux des gens, mais en même temps, ça s'harmonise très bien avec les forêts, avec la mer, avec tout ce qu'on peut trouver de plus naturel. Dans le secteur du village, les maisons sont plus petites, c'est des maisons habitables à l'année, ce qui fait qu'on a un village qui est très coquet, qui est propre, qui est fier, qui est simple aussi. À Métis-sur-Mer, les gens sont très fiers de leur village. Il y a un organisme qui s'occupe beaucoup du patrimoine. C'est un héritage, hein? Puis on essaie de continuer ça dans la même lignée. La Gaspésie forme une péninsule à l'extrême est du Québec. Les charmes de la région sont marqués par son caractère marin et ses paysages ondulés par l'aboutissement de la chaîne de montagnes des Appalaches. Le village de Métis-sur-Mer est né d'une fusion des populations de Métis-sur-Mer et les Boules. Les 600 habitants de Métis-sur-Mer se trouvent environ à 350 km de la ville de Québec. La seigneurie de Métis-sur-Mer est concédée à la fin du 17e siècle, en 1675. Mais pendant un peu plus d'un siècle, il se passe à peu près rien ici, finalement. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle, autour de 1802, que la seigneurie passe dans les mains d'un Écossais. Et cet Écossais-là fait venir de nombreuses familles. On retrouve à peu près 40 familles en 1823. Par contre, dans la seconde moitié du 19e siècle, le lieu devient un site de villégiature particulièrement apprécié de la bourgeoisie anglo-saxonne de Montréal. Métis-sur-Mer est une implantation de villégiature disposée en bordure du fleuve Saint-Laurent. On distingue successivement une grève très rocheuse, des escarpements, l'axe linéaire, qui est la rue principale de Métis-sur-Mer, et par la suite une pente. Et dans cette pente-là, un couvert forestier très touffu, d'où émergent ici et là des villas.
Deux qualités essentielles font de Métis-sur-Mer un beau village, son homogénéité et son intégrité. Homogénéité parce que c'est un milieu essentiellement résidentiel. Il n'y a absolument aucun commerce sur le territoire de Métis-sur-Mer. C'est à peine si on peut distinguer deux petites églises. Et intégrité parce que tout est dans un état à peu près identique à ce que c'était autrefois. Il y a 13 ans, j'ai ouvert le meilleur hôtel du 5e rang. Ben, on va sur la 14e année pour être toujours le meilleur et le plus gros hôtel du 5e rang. Je suis tombé propriétaire de cette ferme-là, moi, il y a 34 ans précisément. Ça va vite, hein? Ça va vite. Je l'ai acheté parce que c'est une bonne terre. Elle est généreuse, elle est très bonne pour la culture. Il y a un lot à bois qui est magnifique. Puis les bâtiments avaient de la gueule, puis une certaine harmonie entre eux autres. Moi, autour de la maison, il n'y avait pas un arbre quand je suis arrivé. Aujourd'hui, les érables, je suis surpris de voir comment est-ce qu'ils ont grossi. Puis j'ai planté des noyers, il y a du chêne, il y a du tilleul, il y a des saules-pleureurs, il y a de tout. Et c'est ça qui va faire que dans 20 ans, ça va être bien beau. Pour le moment, ça commence à être pas pire, mais ça va être encore plus beau. Quand je me promène dans les champs ici, moi, je me trouve bien parce que c'est naturel. Moi, j'ai une devise. Je vais vous la dire, là. Moi, je cherche le bonheur par le culte du beau qu'il y a dans la nature. C'est ma religion, ça. Quand vous êtes respectueux et que vous prenez le temps de regarder la nature, c'est drôle, ça vient tout seul. Tu es en harmonie avec ça, puis tu te sens bien, puis tu es de bonne humeur. Et puis, tu trouves que la nature est de bonne humeur aussi. Et c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, cette religion-là, là, mais j'ai adopté ça, moi. Ben, je taquine tout ce que je peux. Parce que c'est ça, la vie, hein? C'est de profiter de ce qu'il y a autour. Et je taquine la truite. J'aime la chasse, pas pour remplir le congélateur puis vider le bois, là, mais pour prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe aussi. Vous savez, toutes les perdrix vont mourir un jour, hein? Fait que comment qu'on en tuerait une de temps en temps pour mettre dans le cipage, c'est pas un péché mortel. J'aime ça, gosser de bois. J'ai été obligé de couper un érable là, à la maison, puis là, j'ai eu l'idée de faire des anges. Mais des anges modernes, vous savez, avec des chapeaux de cow-boy, des guitares ou des genre black wash. Ce que je souhaiterais pour le village ici, c'est que ça continue. Garder la nature dans sa proportion, comme elle est là, humaine. Nous sommes actuellement devant le phare de Métis-sur-Mer. Il est utile de se rappeler que les phares qui parsèment les rives du fleuve Saint-Laurent sont apparus à la fin du 19e siècle, quand le gouvernement, suite à la formation de la Confédération en 1867, a décidé de se doter d'une politique nationale des transports. Et à partir de ce moment-là, il a décidé de faire construire ces phares-là. Celui qu'on voit derrière nous, il date de 1909. C'est donc dire qu'avant, il y avait une autre structure, mais cette structure-là était en bois. Il est évident que celui qu'on voit derrière moi est beaucoup plus solide. C'est un type de phare qu'on retrouve au début du 20e siècle. Il est construit en béton. Il faut remarquer les parties essentielles du phare, donc une très grande tour, avec des contreforts à la base pour lui assurer une grande solidité, et au sommet, la lanterne qui, elle, tourne et envoie un signal. Autre observation intéressante à faire, c'est que le gardien du phare logeait ici, autrefois, sur le site même. Et c'est la raison pour laquelle on a sa maison. Et pour des raisons de commodité, en fait, la maison est comme juxtaposée au phare et réunie à celui-ci par une sorte de petite structure qui est fait ressembler à un petit couloir. Le phare ici, à Métis-sur-Mer, est un élément visuel majeur dans le paysage.
Mon père a été le dernier gardien du phare. Mon lien affectif avec le phare est du fait que j'y ai passé une partie de mon enfance et mon adolescence. Je suis arrivée ici en 1965 en quittant la ferme familiale aux vaches et cochons jusqu'au moment où ils ont fermé le phare en 1972 et qu'on a dû quitter. C'est comme partie intégrante de moi, le phare. J'ai l'impression de faire partie du phare. Ben, le phare, c'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme, pas la mascotte de Métis, là, mais le symbole. Le Métis, c'est que quand on voit là, les cartes postales, c'est le phare qui représente beaucoup Métis. C'est sûr que tous les gens de Métis ont un lien affectif avec le phare, j'en suis convaincue. Quand je suis arrivée ici à 10 ans, je partais de la ferme. Donc, pour moi, nous autres, aller à la mer, c'était une grande fête. On allait en pique-nique sur le bord de la mer. C'est une presqu'île. Hein? La pointe ici du phare, c'est une presqu'île. Puis c'est impressionnant quand il vente fort, puis qu'on voit les vagues fessées sur les rochers et que ça bouge partout. Moi, je pourrais pas me passer de la mer. Je pourrais vraiment pas me passer de la mer. Tant que je vais pouvoir rester sur le bord de la mer, je vais y rester. Même s'il fait froid, même si il vente fort, puis même si on est tout décoiffé ou si on grelotte, non, c'est vraiment... il paraît que l'air salin, c'est bon aussi pour la santé. On ne trouve pas uniquement ici à Métis-sur-Mer des cottages, on trouve aussi des édifices qui étaient destinés à la location. On a derrière moi un bel exemple de chalet. Ces chalets-là ont été construits par la famille Turriff, une famille écossaise qui est arrivée ici au 19e siècle. Les 4 chalets sont légèrement en retrait par rapport à la rue principale. Ils en sont séparés par une clôture blanche. Et ces maisons-là forment un tout regroupés autour d'une petite place centrale. Ce sont des constructions extrêmement simples qui s'intègrent assez bien dans le paysage. Ce sont de grands rectangles en bois coiffés de toits à 2 versants. Quand on regarde bien les maisons, on peut se demander où est la façade principale, parce qu'en réalité, la façade à laquelle on est habitué, avec la porte principale, ne fait pas face à la mer, elle fait face à une cour intérieure. Quand on examine le plan intérieur de ces maisons-là, on se rend compte que les 2 chambres principales sont situées à l'étage et les fenêtres de ces chambres font face à la mer. C'est la raison pour laquelle on va retrouver sur le mur pignon la grande galerie. Cette galerie-là, c'est la pièce principale de la maison, puis c'est une pièce qui est à l'extérieur, sur le côté de l'édifice. L'un des joyaux du village est sans conteste les jardins de Métis. Ceux-ci accueillent des dizaines de milliers de touristes à chaque année. Pour le directeur des jardins, Alexander Rifford, l'amour des fleurs, c'est une histoire de famille. Ce jardin, c'est issu de le rêve, d'une passion d'une femme qui était mon arrière-grand-mère, Elsie Rifford. Dans les années 20, elle a eu une piqûre, une passion pour l'horticulture. Alors, pendant presque 35 ans, elle a créé le jardin qu'on connaît maintenant sous le nom de Jardin Métis, qui était un jardin privé, un jardin intime, un jardin personnel. Mais depuis 45 ans maintenant, c'est un jardin public qui héberge, qui reçoit beaucoup de visiteurs du Québec et de l'étranger. Finalement, la famille Manteau, des fois, c'est des fantômes qui me poursuivent. Je me sens une certaine, je dirais, devoir, finalement, d'assurer la protection du site. Et à chaque fois qu'on fait un aménagement ici, on essaie de le faire dans l'esprit de la fondatrice. Si c'est aujourd'hui un organisme sans but lucratif qui s'occupe des jardins de Métis, pendant plusieurs années, cette fonction était assurée par le gouvernement du Québec. Lorsque ce dernier décida de fermer les jardins en 1994, c'est la communauté locale qui a réagi en fondant un organisme afin d'assurer la sauvegarde de leur patrimoine.
Les gens métis, depuis longtemps, c'est une espèce de moteur économique. Ici, bon an, mal an, on a 50 à 80 personnes qui gagnent leur vie ici. Alors, c'est sûr que quand le site a été... Quand la privatisation a été proposée, finalement, par le gouvernement à l'époque, il y avait tout un mouvement, finalement, de la région pour assurer sa survie. Depuis, plusieurs projets d'aménagement ont été réalisés, dont l'enfouissement des fils, grâce notamment à l'intervention d'Hydro-Québec. De plus, un festival résolument contemporain a été mis sur pied. À chaque année, on fait un concours, on invite des designers du monde entier, architectes paysagistes, artistes, designers du jardin. Ils nous proposent des projets. On choisit 5, 6, 10 des fois, dépendamment des budgets qui nous sont disponibles, et on crée des jardins qui changent alors d'une année à l'autre. On retrouve ici à Métis-sur-Mer beaucoup de résidences luxueuses qui appartiennent à la haute bourgeoisie. En fait, il s'agit, la plupart des cas, de cottages qui ont été construits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ces cottages relèvent donc des styles qu'on pouvait retrouver à l'époque, dans certains cas Second Empire, possiblement néo-Queenan et aussi des édifices shingle style. Le cottage qu'on voit derrière moi est assez particulier parce qu'il retient l'attention à cause de sa couleur. Il a d'ailleurs le surnom de Red House. On retrouve en fait dans un même édifice une multitude de détails qu'on est habitué de voir habituellement sur plusieurs édifices. On peut observer des éléments victoriens, par exemple autour de la porte principale. On voit dans cet édifice l'importance d'avoir une belle vue sur la mer. À l'étage du haut, une porte donne accès à une petite galerie qui surplombe en fait tout l'espace environnant. Pour un petit édifice, il y a une abondance d'ouvertures. Il suffit d'observer le rez-de-chaussée pour se rendre compte que à peu près tous les murs de façade sont percés de grandes fenêtres, de fenêtres à multiples carreaux, dans certains cas 4 travées, dans d'autres cas 3 travées. Et au goût de l'époque, on a couronné ces ouvertures de petits carreaux en forme de losange. Un détail qui est tout à fait inhabituel et qui traduit finalement une sorte de luxe assez inouï, c'est de retrouver sur un mur pignon, sur le côté, une immense bay window dont la partie supérieure est recourbée et entièrement recouverte de bardeaux, une forme qu'on retrouve habituellement sur des édifices assez luxueux relevant du style shingle style américain. Ce qui vient compléter la beauté de cet édifice, c'est son aménagement. La maison est assez éloignée de la rue principale. Le terrain est entièrement arboré et ce type d'aménagement qui isole finalement le cottage de ses voisins est à l'exemple de plusieurs des terrains qu'on trouve ici à Métis-sur-Mer. Je connais Métis depuis 35 ans, puis ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite ici à l'année. Mes filles sont nées ici, puis c'est ça. Avant, je passais mes étés ici, quand j'étais toute petite. C'est en partie l'amour qui m'a fait venir ici à l'année. Pour moi, le village ici représente beaucoup la nature, justement. Puis il se permet de se l'approprier, mais aussi un peu de vivre à son rythme, là. Autant justement les vagues ou la mer qui monte, qui descend, autant on est branché sur les couchers de soleil, autant ça sent bon. Je fais des marches au bord de la mer, en fait, le plus souvent possible. Et puis, pour moi, c'est quelque chose de très précieux, ces marches-là. En fait, d'être ici, au bord de l'eau, c'est un autre monde. C'est plus vivant dans le sens que la mer est toujours en mouvement. Et alors, à ce moment-là aussi, le paysage est changeant. En fait, ça apporte beaucoup de variété.
pense que j'ai vraiment trouvé ma place. C'est vraiment ici. Même si Métis-sur-Mer est un lieu de villégiature fréquenté uniquement pendant la saison estivale, il en reste pas moins qu'on peut observer sur son territoire la présence de plusieurs temples religieux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces temples, en fait, s'intègrent eux aussi assez bien au milieu. Ce sont des édifices qui sont construits en bois. Et à l'exemple des simples maisons, des simples cottages, les parois extérieures sont recouvertes de planches horizontales. Il y en a un qui se distingue parmi ceux-là, c'est l'église presbytérienne qui avait été rénovée au début du 20e siècle et dont on a détaché le clocher pour le mettre à côté de l'église. Le temple qu'on observe derrière moi a été construit en 1866 et c'est l'église unie. C'est un plan très simple, une nef recouverte d'un toit à 2 versants avec un petit clocher dans l'esprit classique. Ce qui est aussi intéressant de noter dans cet édifice, comme dans les autres qu'on observe ici à Métis-sur-Mer, c'est l'exiguïté du terrain qui montre bien en fait que ces édifices étaient implantés dans le tissu urbain de Métis-sur-Mer, un peu comme des maisons. Je ne changerais rien ici. Moi, je pense que ce qui fait la grandeur de notre coin, c'est sa proportion humaine. C'est calme, vous pouvez vous promener en vélo sans vous faire tuer. Vous savez, il y a un rythme qui est respectueux. En fait, ce qui me fait peur, c'est le développement qui se fait là, petit à petit, là, sans trop je devrais peut-être pas dire planification, là, mais enfin organisation à petite vue. Le cyclisme, par exemple, moi, ça me convient tout à fait comme développement touristique. Enfin, c'est un développement qui reste justement bien adapté à la vie ici, qui est une vie de village d'été, qui est une vie simple, de bord de mer. Quand il y a une fête collective au village, que ce soit la Saint-Jean-Baptiste ou le pique-nique des Anglais, parce qu'ici, il y a plusieurs cultures, hein? C'est le tartare et la fleur de lys. Moi, je peux vous dire que ça fraternise joyeusement. Moi, j'ai jamais vu personne chicaguenille. Dans le sens que les gens sont contents de se rencontrer, de prendre un petit verre, de festoyer et puis de célébrer la vie.